Salut, c'est Lucille. Hello, c'est Laetitia. Alors aujourd'hui, on va parler de non-monogamie. Très bien. Vaste sujet. Très gros sujet. Big sujet, on va le traiter de manière légère, on va le traiter parce que j'ai vu un petit réel Instagram. Est-ce que c'est un réel Instagram qui va nous énerver ou est-ce qu'on l'aime bien ? Non, pas du tout. C'est un réel Instagram qui rappelait une réalité, une statistique en fait. Ouh là là, on rentre direct dans les chiffres. Allez, c'est parti, j'adore les chiffres. Ça me kink un peu, mais en même temps, voilà, ça ressemble pas quand c'est moi qui commence. J'adore les statistiques, normalement c'est moi ça. Moi je lubrifie un peu avant, mais toi, là on va, non. Alors, du coup, il y a peu de temps, l'IFOP avec Glidden, on connaît Glidden, a fait une enquête sur la non-monogamie, sur la réflexion sur le couple libre, sur le rapport des Français à ça. On a eu 2000 Françaises et Français, échantillon de 1100 Parisiennes, Parisiens, puisque du coup, on va pouvoir dire que c'est un peu différent que le reste de la France. Oui. Et donc, il y a un chiffre en particulier qui a interpellé les gens. C'est que 8% des Françaises se disent actuellement dans une relation ouverte. Relation ouverte étant à peu près toutes les formes de non-monogamie. Ça peut être le polyamour, ça peut être le couple libre, ça peut être plein de choses. Voilà, le libertinage. Voilà. Et alors attends, 8% maintenant, sachant que c'était 5% en 2025, 4% en 2023, 3% en 2019 et 1% en 2017. Alors soit on est plus devenu ouvert par rapport à ça, soit juste on l'assume un peu plus. Alors c'est vraiment le débat toujours de ce genre de statistiques, c'est-à-dire est-ce que les gens sont ok de le dire, surtout dans un truc pour Glidden, est-ce que voilà, mais ou est-ce que les gens le pratiquent de plus en plus. Moi je trouve qu'à mon avis il y a les deux. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Mais attends, on met tous les chiffres là, on jette les chiffres et après on débat. Après voilà, sachant que l'expérience d'une relation ouverte au cours de la vie, au moins une fois, est plus répandue à Paris, 23%. C'est pas surprenant. Que dans le reste de l'Hexagone, 15%. Et elle est une pratique plus courante chez les personnes actuellement en relation. C'est-à-dire que les personnes célibataires se disent pas je suis automatiquement... Enfin, je veux dire, il y a plus un truc de tu te mets en couple d'abord et après tu avises. Que je suis automatiquement déjà en couple. Enfin, là, pour le coup, ce serait plus un truc de polyamoureux d'être ouvert au départ. 17% des Parisiens, Parisiennes actuellement en couple sont dans une relation ouverte. Beaucoup de gens, soit 2 fois plus que la moyenne nationale, où c'est 8%. Paris, gros baiser. Paris, gros baiser et baiseuse. Voilà, donc la question... Les questions, c'est est-ce qu'on est à faire une évolution sociétale ? Est-ce que les gens le font bien ? C'est aussi une question. Est-ce que les gens le font mieux ? Ou est-ce qu'ils font n'importe quoi ? Parce qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a cette grande question. Moi, j'ai beaucoup été dans des relations ouvertes. J'ai été majoritairement dans des relations ouvertes. Dans ta phase avec les hommes et tout ? Même dans ma phase avec les hommes. J'ai été dans ma première relation ouverte, j'avais 19 ans. Donc vraiment, j'ai commencé très tôt. C'était en 2009. C'était une époque où je ne connaissais personne d'autre qui était dans des relations ouvertes. J'avais jamais entendu parler de polyamour. Donc voilà. C'était avec un mec qui avait le même âge que toi ? C'était avec un mec qui avait un an de plus que moi. D'accord. C'est marrant de se poser la question à cet âge-là. En fait, à l'époque, on était en relation à distance et on s'est dit, plutôt que de se faire chier à devoir... t'as 19 ans, t'as les hormones en folie. C'est ça. Moi, normalement, c'est pour ça les gens sont dans le truc passionnel, de genre on est plus fusionnel qu'autre chose. Mais la relation à distance... non, on savait qu'on pouvait se voir qu'une fois toutes les 3 semaines. Moi, je venais d'emménager à Paris, je découvrais les soirées étudiantes. J'étais là en mode, j'ai envie de pouvoir rouler des pelles à des gens si j'ai envie en soirée. Bon deal. J'étais dans je me disais, on est à Paris maintenant, peut-être que je ne suis plus dans mon petit village et je vais pouvoir choper des meufs qui assument d'aimer des meufs, tu vois. Donc voilà, on s'est dit, on ne se ferme rien et voilà. Donc du coup, à l'époque, c'est vrai que 2019, c'est la première année qui est citée dans le sondage, je crois. 2017. Ah, 2017, donc en plus. Où là, on avait 1% des gens. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais personne d'autre que moi et vraiment, je passais pour l'original de mon groupe de potes en mode oui, en fait, vous n'êtes pas vraiment amoureux, blablabla. Ce que je peux entendre comme argument à 19 ans quand tu as grandi dans des environnements où la monogamie est mise en tant que modèle classique. À l'époque, je l'assumais d'ailleurs pas énormément, le fait d'être en couple ouvert. Au fil de mes années, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas la même notion non plus de couple ouvert. C'est-à-dire que, notamment sur les applications de rencontres, je suis tombée sur plein de mecs qui disaient « Ouais, moi je suis en couple ouvert, mais ma femme n'est pas au courant. » Couple ouvert d'un côté. Et ça, ça c'est de l'infidélité. Ça c'est de l'infidélité. Bah oui, y a pas de. C'est même pas un truc de elle le sait, mais on a décidé de pas en parler, ce qui est un modèle légitime qu'on peut entendre. C'est vraiment je pars du principe qu'elle ne le devinera jamais.
C'est faux, on devine toujours. On finit toujours par le savoir. Tout finit par se savoir. Mais voilà, c'est vraiment un argument qui pour moi était vraiment le red flag ultime. Parce que en plus, tous ces mecs, tu leur dis, ok, tu trompes ta meuf et tu vois pas le problème. Soit, si tu découvres que ta meuf, elle fait pareil, tu fais quoi ? Je la quitte, je la défonce. Non, puis ça pose la question de la sécurité parce que elle est pas au courant que tu baises ailleurs. Est-ce que tu fais tes dépistages correctement ? C'est ça. Est-ce que tu te protèges correctement ? Si elle, de son côté, elle fait la même chose, est-ce que c'est pareil ? Donc du coup, t'as une multiplication des risques qui n'est pas le cas normalement dans le couple ouvert où tu parles de ces choses-là de façon très ouverte et où la base au niveau éthique, c'est tout le monde se surprotège. C'est ça, tout le monde se surprotège, tout le monde se fait dépister. Se dépiste tous les 3 mois ou des choses comme ça. Et surtout, tout le monde communique un minimum parce que les modèles de couple ouvert où tu baises avec n'importe qui sans le dire à ton partenaire, moi, c'est un truc qui me pose, à titre personnel, problème. Ah bah moi aussi. Voilà. Parce que j'ai c'est de la merde. Dans toutes les relations où j'étais dans des couples ouverts, que ce soit dans du polia ou juste du libertinage ou quoi, c'était un peu le seul impératif que j'ai toujours eu, c'était je veux savoir si tu couches avec quelqu'un d'autre. Ouais. Je ne veux pas savoir la liste des pratiques et je ne demande pas un film, je ne demande pas un récit détaillé. Je veux juste savoir qu'il y a eu un acte sexuel pour savoir à quoi je dois m'attendre pour la suite en termes de dépistage, pour toi comme pour moi. Et puis il y a même pas que ça peut être aussi en fait là quand des questions de sécurité aussi. De sécurité mais aussi oui, c'est-à-dire que tu sais si la personne que t'aimes avec qui t'es en couple où est-ce qu'elle est. Enfin je veux dire il y a un truc chez les gens qui baisent un peu qui sont compagnons de sécurité. Moi j'ai ça avec mes potes quand je vais dans un endroit où je suis jamais allée ou chez quelqu'un et mes potes font pareil, on s'envoie la géoloc. C'est ça. Et donc c'est si t'es en couple avec quelqu'un, que t'es en couple ouvert, libre, on dit plein de trucs. Et bien du coup, moi je préfère que mon partenaire ou ma partenaire m'envoie sa géoloc, non pas pour aller péter un gros câble en bas de la porte, mais pour savoir si jamais il ou elle rentre, voilà, c'est ça, si il ou elle rentre pas comme c'était prévu, ou que j'ai pas de message pour me dire tout est ok, tout se passe bien, eh bien je peux appeler la police par exemple. Donc en fait quand t'aimes la personne, t'as envie de la protéger aussi, et donc la protection elle va dans tous les sens. Et puis même on le dit pas, mais il y a aussi un truc de santé mentale, il y a un truc de connaître ses limites. Oui. Moi en tout cas je peux pas ce truc de je ne veux pas savoir. Ça ne marche pas sur moi. En plus on est journaliste, évidemment qu'on veut tout savoir. Et puis même moi je trouve qu'il y a un truc un peu kinky. J'aime bien savoir que les personnes que je date, elles ont d'autres dates. Je suis un peu cando. Tu plais à d'autres gens, voilà. C'est vrai, il y a ça. Il y a ce truc où je suis là en mode, et ouais, ça c'est ma meuf, il y a toutes les meufs qui veulent la baiser, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec ça. Et puis, il peut y avoir des moments où tu le prends moins bien. Tu vois, genre, tu te lèves un matin, tu te sens un peu moche, ou t'es fatigué, ou la vie te roule dessus, et que du coup, t'apprends que ton partenaire ou ta partenaire voit quelqu'un d'autre. T'es là, genre. Mais ça fait partie justement de l'éthique du couple libre de pouvoir dire là je le sens pas. Oui. De pouvoir dire sur cette personne je mets mon veto parce que ça peut être parfois sur une personne très spécifique mais ça peut être aussi en ce moment je me sens pas bien parce que j'ai des galères au boulot, j'ai des galères dans ma vie privée, j'ai une chute de confiance en moi, etc. De dire à son ou sa partenaire en ce moment j'ai envie qu'on mette un petit peu en pause la partie on date, on couche avec d'autres gens pour que tu te concentres sur moi et que je puisse regrimper mes niveaux d'énergie, c'est totalement OK. Et si votre partenaire vous dit non, et c'est le moment de dire stop. Parce que du coup, là on parle beaucoup, j'ai utilisé beaucoup le mot éthique, mais parce que du coup moi je le pratique dans le cadre du polyamour et du couple libre aussi en vrai, et j'ai la même éthique sur toutes ces relations non monogames. L'éthique c'est très important quand on est non monogame. Il faut lire des livres sur le sujet, il faut parler avec des gens qui le font pour voir quelles sont les règles, parce que du coup il faut vraiment revoir son consentement, la question de la sécurité, la communication, très important. Et il faut comprendre comme tout ça est régi par le consentement sans arrêt. C'est pas parce que tu couches pas à l'instant T avec quelqu'un que... Enfin, le consentement, ça n'est pas que dans le lit.
Oui. Le consentement, c'est tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'il peut se retirer tout le temps aussi. Et donc, ça oblige à une communication permanente de, par exemple, là, cette conversation n'est pas OK, je n'ai pas envie d'en parler maintenant, ou est-ce qu'on peut pas se concentrer sur nous ce soir? Il y a plein de choses comme ça. Et donc, c'est très, très, très important de revoir ses bases quand on se lance dans la non-monogamie. C'est pour ça que ces chiffres, je les trouve très chouettes, parce que je pense que, alors, je vais dire un truc extrêmement dur, mais je pense que l'injonction de la monogamie, elle est assez délétère. Tout le monde n'est pas fait pour être monogame, et aussi de manière générale, on vit dans un monde patriarcal. Pour les femmes, la monogamie, ça peut être quelque chose de très enfermant. Oui. Ça peut être quelque chose qui est en fait une prison. La monogamie hétérosexuelle. Oui. Donc, essayer de casser ces codes-là pour aller essayer d'autres modes relationnels, relationner avec d'autres personnes, monter ses standards. Parce que plus tu relationnes avec des gens, plus potentiellement tu te dis « Ah, là on m'avait pas traité si bien dans la relation précédente, maintenant mon standard c'est ça » et tu montes un peu ton standard, sexuellement mais pas seulement. Moi je pense que c'est ça que ça apporte la non-monogamie. Et puis, on le dit pas aussi, mais ça peut changer. C'est-à-dire que tu peux avoir une grosse phase non monogame et après vouloir être monogame pendant 5 ans. Ou l'inverse, tu peux devenir non monogame à 62 ans. Enfin, tout est possible. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui est constant. C'est un peu comme... Enfin, c'est quelque chose de très fluide, la monogamie ou la non-monogamie. Moi, j'ai déjà eu des phases sur des relations où je me suis dit, ok, on était non monogame au début, maintenant j'ai envie qu'on soit monogame. Et peut-être que dans quelques mois, j'aurai plus envie. J'ai aussi eu ce truc où je me suis toujours dit, il y a des personnes avec qui je pourrais être monogame et des personnes avec qui je ne pourrais pas. Parce que pour ne pas être monogame avec quelqu'un, il faut avoir une confiance absolue en cette personne. Et ce que j'allais dire, c'est basé sur quels critères? Et c'est vrai. Et voilà, vous remarquez quand même un truc fou, c'est que t'as dit, les personnes avec lesquelles j'ai le plus confiance, c'est les personnes avec qui je peux être non monogame. Oui. Bah, moi aussi. Voilà. Parce que je sais que c'est des personnes qui vont respecter mes règles, mes limites, qui vont, et avec qui je vais pouvoir communiquer surtout, en fait. Une personne en qui je n'ai pas confiance pour de la non-monogamie, c'est une personne avec qui, peut-être il ne faut pas que je sois en relation, parce que je me dis... Alors, je vais mettre une nuance. Une personne avec qui je pourrais être non monogame, mais avec qui j'ai envie d'être monogame, c'est très bien. Une personne avec qui j'ai envie d'être monogame et avec qui je me dis je ne pourrais pas être non monogame parce que cette personne ne va pas respecter certaines choses, c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment, ça peut paraître subtil, mais c'est une nuance importante. Hein. Pour le coup, moi, je sais que dans des relations non monogames, j'ai eu toutes mes limites possibles et imaginables qui ont été franchies. C'est-à-dire aussi bien des trucs de se dire on dort pas chez une nouvelle personne au premier date. Quand tu me dis que tu vas à un endroit, tu vas à cet endroit et pas à un autre endroit. Si jamais il y a du sexe, tu me le dis. Si jamais il y a eu un problème de capote qui a craqué ou quoi, tu me le dis. Ouais, bien sûr. C'est vraiment des choses qui sont basiques, mais dans mes relations précédentes, j'ai eu affaire à tous les trucs, toutes les limites que j'ai dit ont été brisées à un moment ou un autre. Et en fait, t'apprends aussi ce que tu es prêt à accepter et pas accepter. Et du coup, t'apprends à renforcer tes limites pour la suite. Je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on adopte un mode de vie non monogame, ce qui est mon cas, parce que moi je vois vraiment ça comme un mode de vie, qu'on le théorise, parce que j'ai quand même écrit un bouquin sur le sujet, qu'on ne merde pas, non, parce que je pense que je suis assez irréprochable sur mon approche. Mais j'ai déjà été en couple avec des personnes qui n'ont pas respecté ces trucs-là. C'est pas parce qu'on théorise ça toute la journée que tout le monde va être méga... D'ailleurs, c'est même pas quand on parle avec les gens, ils vont vous balancer aussi des trucs où ils sont d'accord avec toi, l'éthique tout à fait à 1000%, et que ça va pas être piétiné derrière. C'est aussi possible, voilà. Ça n'est pas un gage de qualité. D'ailleurs, attention avec ça sur les applications. C'est un peu comme homme féministe sur les applications. Si vous voyez homme féministe polyamoureux, fuyez, on le sait, c'est important qu'on vous le dise, quoi. Moi d'ailleurs, le fait que je sois une femme polyamoureuse, non monogame, c'est militant, c'est politique, enfin c'est moi, mais c'est aussi militant. Un homme polyamoureux, ça n'a rien de militant, c'est juste un homme finalement. Et du coup, c'est vraiment la problématique de ça, c'est de se dire que tu te prends vachement de murs aussi parce que tes relations sont pas plus parfaites. Ça, il faut le dire aussi, vraiment. Tu passes pas de l'autre côté avec des relations où tout le monde est méga déconstruit, personne ne merde. En plus, il y a la vie aussi qui écrit des trucs et parfois il y a une règle qui est pas respectée sur une bidouille, une connerie, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec d'autres personnes qui pratiquent aussi la non-monogamie, le polyamour, etc. quand vous voulez vous lancer.
Moi, je me suis retrouvée il y a quelques années à me retrouver dans le bain du polyamour un petit peu par surprise. Et vraiment, les premières personnes qui m'en ont parlé m'ont vendu ça comme un truc absolument incroyable. Il n'y a plus de jalousie, ça brise tous les schémas patriarcaux. Plus t'as de partenaires, plus tu ressens d'amour et tout. Je t'ai dit ça, moi? Non, pas toi. Justement. Justement, par rapport à tout ça, c'est même toi qui m'avais dit en mode « Oula, non ». Tu m'avais mis ton livre entre les mains. Exactement. Et tu m'avais dit, non, le polyamour, ça peut être aussi beaucoup d'emmerde. Alors certes, ça peut être beaucoup d'amour, ça peut avoir plein d'avantages, et c'est très cool. Mais c'est aussi, plus t'as de relations, plus t'as de possibilités de disputes de couple, de rupture, de trucs qui se passent mal, de paramètres à gérer. C'est tout con, mais par exemple, quand t'as 2, 3 relations, parfois ça peut m'aller à plus. Moi, j'ai des copines qui ont été jusqu'à 8, 9 relations en même temps. Alors, ma limite à moi, personnellement, est à 2. Pour des raisons évidentes je suis une vieille personne avec un travail et 3 enfants, et qu'à un moment, il faut aussi admettre les limites de ton corps et de ton esprit, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait... En fait, tu multiplies la charge mentale. Pour des trucs tout cons, genre envoyer un petit message de bonjour, un petit message de bonne nuit. Là, t'en fais 8. Voilà, t'en fais 8. Ou alors tu fais un groupe chat, mais c'est pas forcément non plus... Et si t'as un petit peu d'éthique, tu copie-colles pas. Et tu fais un truc un petit peu personnalisé, tu ne donnes pas le même petit surnom à tout le monde. C'est ça. T'imagines 8 surnoms qu'il faut que tu trouves. Et pour le coup, ça peut vite tomber dans des dérives. Là, je sais que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, il y a eu pas mal de discussions autour de dérives sectaires dans des polycules. Ça m'étonne pas. Notamment avec des histoires de culte de la personnalité. C'est ça. Où moi, j'ai des personnes de mon entourage qui se sont retrouvées dans un polycule où il y avait une personne qui était à la tête du truc, un peu façon gourou de secte, et qui... tous les jours, avait un serveur Discord qui lui était dédié. Oh, wow. Tous les jours, elle postait une photo le matin. Elle devait recevoir des compliments de tout le monde. Elle notait si elle n'avait pas les compliments de tout le monde dans l'heure. Si jamais il y avait une personne de son polycule qui se comportait mal selon elle, les autres personnes du polycule devaient l'insulter. Oh putain, c'est terrible. Vraiment, il y avait ce truc... On dirait une relation BDSM bizarre aussi. Mais ouais, c'est ça. Et vraiment, il y avait cette personne qui était au-dessus de tout le monde et qui disait « Moi, je veux être la relation principale de toutes mes relations, mais je ne veux qu'aucune de ces personnes ne soit ma relation principale. » En gros, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de toutes les crémières. Alors, il y a un truc qu'on dit... Après, en vrai, bon plan. Enfin, moi, je veux bien que tous les matins, il y ait 10 personnes qui me disent à quel point je suis belle et qui me trouvent que je suis la 8e merveille du monde. Il faut qu'il y ait un renvoi d'ascenseur à un moment, tu vois. Faut évidemment que c'est pas... Alors, évidemment, là, je viens de déconner. Évidemment que ça n'est pas OK. Tout de suite réagis de façon premier degré. Ça n'est pas OK. Non, mais en plus, tu connais mon approche du truc. Mais il y a un truc qu'il faut dire et qu'on n'a pas dit pour le moment, c'est que quand on rentre dans le monde de la non-monogamie, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de schéma. Et ça nécessite énormément d'imagination et d'adaptation de différents partenaires parce qu'on on invente un truc. Et donc, on invente une forme relationnelle. On invente parce que du coup, la question de après, si on va partir sur un truc simple. T'as 2 personnes dans ta vie. Est-ce que ces 2 personnes se connaissent? Est-ce qu'elles communiquent? Est-ce qu'il y a des rapports sexuels entre les différentes personnes? Quelles sont les règles au quotidien? Et en fait, selon le type de personne, à chaque fois, ça va changer la forme de ce truc-là. Est-ce qu'il y a une personne primaire, une personne secondaire? Est-ce que tout le monde est horizontal par rapport à ça? Enfin, vraiment, donc, en fait, c'est là les difficultés. Là, tu parlais de charge mentale. C'est là les difficultés, c'est qu'il faut devenir un peu chef de projet de ses relations. Et on ne peut pas le faire de façon passive. En fait, il y a un truc, c'est quand t'es en couple monogame hétérosexuel, tu dates, tu baises, enfin, premier bisou, tu baises, et puis après, t'es vaguement, en plus, en France, t'es en couple. Bon, je veux dire, très vite, on considère que t'es en couple. Tu fais quelques sorties, après, t'es en couple. Et donc, ça, ensuite, il y a un tunnel on est en couple, après, on emménage ensemble, après, machin, après, on part en vacances ensemble, enfin, il y a plein de trucs. Et là, en l'occurrence, quand tu rentres dans la non-monogamie, il y a 0 règle. C'est-à-dire que Et tu dois réinventer le truc à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne. À chaque fois et à chaque rendez-vous, parce que du coup, il y a la question de... Tu vois, tu disais, est-ce qu'on dort chez la personne? Est-ce que les autres personnes sont OK pour que je dorme chez la personne? Est-ce qu'on se présente aux autres gens? Est-ce que publiquement, on dit qu'on est en relation ou pas? Et donc, vraiment, moi, je le dis, parce que je fais pas de prosélytisme sur la non-monogamie, je la pratique depuis 10 ans. Je considère que je suis non-monogame, même quand je ne suis pas en couple. Et ça fait partie de mon identité que je défends. Mais je ne fais pas de prosélytisme. Je ne dis pas « Ah oui, le monde, ce serait merveilleux si tout le monde était non monogame », parce que c'est
une tanasse à gérer. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un énorme red flag, les gens qui font du prosélytisme là-dessus. Ouais, bah c'est ce que tu disais au début sur les gens qui disaient c'est merveilleux, machin et tout. Oui, alors évidemment, potentiellement tu baisses plus, il y a plus d'amour. Moi, je veux dire, l'amour incroyable que tu peux ressentir quand t'aimes plusieurs personnes en même temps. La multiplication de l'amour, c'est un truc auquel je crois et d'accord. Par contre, pleurer d'épuisement quand tu prends des trains, des transports, des machins, parce que t'as pas dormi depuis 4 jours, parce que t'es passé de maison en maison, tu t'occupes plus de chez toi parce que tu dors à moitié plus chez toi, la charge mentale que ça représente d'avoir toujours un sac avec des affaires dedans pour aller chez l'un et chez l'autre. Enfin, je veux dire, c'est infernal. Et après, ça nécessite une organisation. Alors là, j'ai parlé des côtés négatifs. En vrai, au bout d'un moment, et c'est ce que je raconte du coup dans mon livre, c'est que tu délègues. Bah oui. D'où le côté militant. Et moi, qui ai longtemps été en couple avec 2 hommes, à un moment, j'ai dit aux hommes, démerdez-vous pour être sûr que quand j'arrive chez vous, j'ai mes affaires qui soient mes affaires basiques, hein, brosse à dents, dentifrice, serviette hygiénique, machin. Chez vous, il y a ce qu'il faut pour le minimum syndical. Et j'ai plus besoin de déplacer sans arrêt certaines affaires. Moi, j'ai eu ça, mais ça m'a pas empêché parfois d'avoir vraiment les petites déconvenues que t'as à un moment où t'es pas dans ta meilleure forme. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de pleurer de rage parce que j'avais laissé genre mon t-shirt préféré que j'avais envie de mettre ce soir-là dans une autre de mes, on va dire, mes résidences entre gros résidences secondaires et tertiaires. Voilà, parce qu'en fait, voilà, c'était juste des trucs comme ça. J'ai très vite eu le réflexe quand j'avais des partenaires réguliers de laisser une brosse à dents, une culotte, du démaquillant, etc., etc. Moi, je double un peu les trucs parfois aussi. C'est que quand les relations sont installées, parce qu'après c'est une rente de tout acheter en 2 ou en 3 parties. Hein. Mais j'avais une trousse à maquillage. Enfin, j'avais 2 trousses à maquillage tout simplement. Et donc ça m'évitait de trimballer tout c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, tu te niques le dos parce que tu portes, on va dire un truc très pragmatique, mais complètement vrai. Tu te niques le dos parce que t'es sans arrêt en train de porter un sac comme une tortue dans tous les transports. Et puis il y a la question sexuelle aussi. C'est que du coup, ok, il y a plus de sexe, mais ton corps, il se repose quand ? C'est ça. Et moi, j'ai déjà pleuré d'épuisement dans ma baignoire parce que la meuf a des graves problèmes. Parce que j'étais épuisée, quoi. Épuisé sexuellement, épuisé physiquement et intellectuellement. Il y a un truc qui est possible et que les polyamoureux qui pratiquent peuvent dire, c'est qu'il peut y avoir un burn-out émotionnel. Bien sûr, il peut y avoir un burn-out amoureux, un burn-out relationnel. Et ça te fait péter un câble. Et surtout quand c'est toi la personne qui est avec 2 autres personnes qui sont pas elles-mêmes en couple. Quand t'es la personne primaire des autres gens. Et puis moi je veux vraiment que tout le monde se sente aimé, que la relation fonctionne, enfin je m'implique vraiment, donc c'est quelque chose d'épuisant. Donc il faut faire attention, t'as raison, aux gens qui font du prosélytisme ou qui essayent de pousser ce mode relationnel. Moi maintenant je me méfie aussi des gens qui m'imposent la monogamie, parce que je trouve que en fait il faut attendre de voir ce qui se passe. Oui. Et en fait tu peux être en couple avec moi et qu'on soit monogame que je rencontre personne en fait. Oui. On peut être en couple tant que je rencontre personne d'autre, et on sait pas si je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a ce truc aussi, c'est pas parce qu'on est non monogame que ça veut dire qu'on est en pratiquant tout le temps active. C'est ça, moi je suis pas sur les applis, j'essaye pas sans arrêt de rajouter des gens dans mon bordel. C'est d'ailleurs la différence avec les gars qui sont sur les applis, qui disent polyamoureux. Les gars sont sans arrêt en train de chercher un cheptel, quoi. Moi en l'occurrence je suis non monogame et je passe pas mon temps à essayer de remplir mon emploi du temps de gens, et je trouve que alors je vais me jeter des fleurs, mais je trouve que c'est la manière la plus saine d'aborder le truc, c'est que je ne suis en relation avec des gens que quand je les rencontre et qui me bouleversent. Après ça peut être moi j'ai eu des périodes où je m'étais remise sur les applications de rencontres parce que c'était fun. Oui. Et en vrai ça me saoule au bout de 3 semaines. C'est un truc. Mais c'est pas parce que tu te dis il faut 4 personnes dans ma vie. C'est ça. Et puis parce qu'en plus je cherche pas forcément non plus des nouvelles relations. En plus sur les applications de rencontres, il faut expliquer à chaque fois, oui alors je suis en couple mais je ne suis pas monogame. C'est ça. Mais je ne suis pas. Ça veut pas dire que je vais automatiquement accepter de coucher avec toi, parce que ça, et surtout chez les mecs, c'est un reproche que j'ai déjà eu, genre de commencer à discuter avec un mec sur Tinder et de lui dire je suis désolée, je le sens pas, je pense que je vais arrêter là. Et il était en mode je croyais que t'étais pas monogame. Je sais, ça veut pas dire que je suis une salope, que je couche avec tout le monde. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de standard. C'est ce qu'on disait, on peut retirer le consentement tout le temps, c'est quand même une valeur primordiale. Et d'ailleurs, il y a des débats, mais il y a des gens aussi qui considèrent qu'ils sont en relation polyamoreuse avec des personnes avec qui ils ne couchent pas. Il peut y avoir des relations polyamoureuses qui sont juste basées sur les sentiments et pas sur la sexualité. Exactement. Alors que le couple libre, on est un peu plus basé sur la sexualité, mais c'est pas, on jette pas là-dessus. Il y a même des formes de
couple libre où à partir du moment où il y a des sentiments, c'est considéré comme de l'infidélité parce que c'est pas ce qui était dans le deal de base. C'est vrai, parce qu'il peut y avoir d'ailleurs dans le couple libre il y a parfois des règles un peu comme tu dors pas avec la personne, tu n'embrasses pas la personne, vous ne voyez pas en public, vous faites pas d'autres trucs que baiser. Ouais. Mais en fait c'est très intéressant parce qu'à chaque fois ça oblige à refaire un check conversationnel des règles, mais c'est vrai que plus on ajoute de personnes, plus il y a des gens qui rajoutent leurs règles. Mais c'est ça. Et moi c'est vrai que là-dessus moi je suis un peu intransigeante, c'est que j'aime bien rencontrer toutes les parties pour aussi vérifier que toutes les parties sont consentantes. En fait tu fais confiance qu'à toi. L'expérience prouve que en plus si c'est avec un mec dans l'équation, c'est pas le mec que je vais écouter, à qui je vais faire confiance et qui me dit ma meuf est tout à fait ok, tout va bien. Bah non, la meuf je vais aller lui parler, t'inquiète. Oui. On va vérifier ensemble si c'est ok. Et peut-être je vais te piquer ta meuf à un moment. Mais du coup non, c'est vraiment très très important d'avoir toutes ces conversations là, d'avoir un peu, il y a des green flags et des red flags de la non monogamie, c'est ce que tu disais, les gens qui disent à quel point c'est génial, les gens qui t'imposent des choses, que ce soit la monogamie ou la non monogamie, ou les gens qui se font des films, parce que vraiment moi quand je parlais de relations libres avec des mecs, il y en avait plein qui disaient moi je veux être en relation libre parce que je veux pouvoir baiser avec n'importe qui n'importe quand, et en général ils baissent pas, parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est pas si facile déjà. C'est un peu un cliché, mais en général quand les gens ouvrent leur couple, en général c'est monogamie au départ, après ils ouvrent, quand les gens ouvrent leur couple, la meuf est pas très chaude, c'est le mec qui impose, et en fait c'est la meuf qui pécho de ouf et le gars qui arrive à rien. Voilà, et qui ensuite se vexe et qui veut refermer le truc. Exactement. C'est un cliché des réseaux sociaux, mais le fait est que c'est souvent vrai. Les mecs qui veulent ouvrir leur couple se rendent pas compte à quel point ça n'est pas facile pour eux sur le marché de la drague, qu'ils se sont souvent un peu laissés aller ou qu'ils savent plus draguer ou pas draguer du tout, et que bah ouais, leur meuf a du succès quoi, parce qu'elles sont charmantes, parce qu'elles se donnent. Moi je me suis déjà retrouvée dans ce cas de figure il y a un bon paquet d'années quand même maintenant, où un de mes ex avait voulu qu'on ouvre notre couple et j'étais là en mode pourquoi pas, c'est pas dans mes objectifs de vie immédiats, mais allons-y, faisons le test, tu vois, pourquoi pas. J'étais un peu dans un mode si ça peut m'éviter une rupture là tout de suite. Alors ne le faites pas, hein, n'évitez pas la rupture en acceptant de couple libre. Voilà, évidemment. En vrai, c'est un peu comme faire un enfant. Il y a deux choses, c'est genre ton couple bad late de ouf. T'as deux choses, est-ce qu'on ferait pas un enfant, est-ce qu'on se marierait pas ou est-ce qu'on ouvrirait pas le couple. Ça, c'est non. Voilà, tout ça, c'est non. A posteriori, quand j'y repense maintenant, je n'aurais jamais dû accepter parce que c'était la preuve que je n'avais pas accepté pour les bonnes raisons. Et ça, c'est ok de le reconnaître. Oui, bien sûr, on peut merder, bien sûr. Et en fait, le mec en question a pété un câble parce que lui il s'est directement mis sur les applications de rencontres, etc., compte Tinder payant gold pour avoir mais là ça fait tellement chien un maximum de chance et tout. Qu'est-ce que ça veut dire sur votre relation, même toi, enfin genre le mec le matin vous parlez au petit-déj de est-ce qu'on n'ouvrirait pas le couple, tu lui dis bon ok, et le gars le soir il a foutu 100 balles sur les applications pour pouvoir pécho de la meuf. Le pire c'est que je l'ai découvert complètement par hasard parce que le soir même du jour où on avait eu cette discussion, je reçois un message d'une de mes copines qui me fait pourquoi il y a ton mec sur Tinder. Et j'étais en mode alors j'ai même pas encore eu le temps de t'expliquer que ça c'est de la merde, ouais. Et en fait j'ai très vite moi je me suis pas mise sur les applications, juste j'ai relancé un petit peu des personnes avec qui qui m'avaient montré qu'elles avaient un intérêt pour moi, et en une semaine, j'avais 3 possibilités de date. Et lui, 0 match. 0. Bon, en plus, c'était au début des années 2010. Vraiment tout début, genre on était en 2011, hein, je pense, à cette époque. Donc, les applications de rencontre n'étaient pas encore aussi populaires qu'aujourd'hui, etc., etc. Mais vraiment, ça a fait un flop total de son côté. Et quand il s'est rendu compte que moi, j'avais même pas besoin d'être sur les applications de rencontre pour avoir du succès, il y a eu un rétropédalage de fait. En combien de temps ? En 10 jours. Waouh. J'ai même pas eu le temps de faire un date. Mais le mec est plus rapide que son ombre. Et après, 2 semaines plus tard, il m'a trompé. Oh putain. Rien de genre vraiment, il a voulu qu'on ouvre notre couple. Il a voulu qu'on referme notre couple parce que j'avais plus de succès que lui. Et il m'a trompé. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. Bah là, on en revient toujours à ce... Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On a été vachement sympa avec les hommes ces derniers épisodes, donc on va le dire. Qu'est-ce qu'on enlève de cette situation ? Les hommes.
Alors, mais c'est vrai que, d'ailleurs, globalement, la non-monogamie, ça dépend des espaces, mais dans le milieu queer, c'est quand même... C'est généralement mieux organisé. Ça a été mieux réfléchi. Ça veut pas dire plus safe. Oui, parce qu'il y a justement des personnes qui te disent je suis une personne queer, tu peux me faire confiance. Non, voilà, ça n'est pas un gage, pareil, il n'y a pas de badge de personne qui le fait bien. Et on peut pas savoir, encore une fois, une conversation ne suffit pas à savoir si une personne va merder ou pas. C'est quelque chose qui se construit, en fait. C'est ça. Malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Tiens, tu vois, comme c'est bon conseil. Il faut y aller vraiment très progressivement. Si vous dites le matin, on va ouvrir notre couple, c'est pas le soir qu'on est déjà sur les applis. C'est plein de discussions. C'est essayer de voir, du coup, quelles sont les limites. Essayer peut-être des choses progressives. Si c'est avec un truc de sexe, essayer un plan à 3 ou pas. Mais voilà, tout ça très progressif, parce que plus vous allez y aller fort, plus vous allez être confronté à vos propres limites auxquelles vous n'avez pas pensé parce que vous avez jamais fait, et vous allez souffrir. Et après, pour se reconstruire là-dessus, c'est plus complexe. Si jamais vous décidez de vous lancer dans le couple ouvert ou dans le polyat, il faut que vous en ayez conscience. Vos limites vont forcément être brisées à un moment ou un autre. Pas forcément exprès, mais il y a forcément un truc qui va déconner un moment. Parce qu'en fait, vous allez découvrir vos limites. Donc, vous allez découvrir des choses que vous dites pas que ça allait vous poser problème, qui en fait vont vous poser problème. Il y a des conversations que vous allez avoir besoin d'avoir plusieurs fois. Il y a des accidents de parcours et ça a pas besoin d'être des deal breakers. Parfois, il suffit d'en parler et de dire là, j'ai pas apprécié ton comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne réarrive pas ? Eh bien, tu ne recommences pas. Voilà. Nouvelle règle. Voilà, il faut ne pas avoir peur de mettre des règles. Il faut pas avoir peur de demander des excuses à vos partenaires si vous estimez qu'ils ont chié dans la colle. Et vous pouvez contractualiser toutes ces affaires, c'est-à-dire que les règles, c'est mieux qu'elles soient écrites. Si vous avez des règles qui sont vraiment très importantes pour vous, écrivez-les, faites une note partagée, qu'est-ce qu'on s'en fout, un Google Drive. Google Drive. Je déteste les Google Drive. Faites une note, pitié. Mais du coup, faites ça. Et comme ça, en plus spécifiquement si vous êtes avec un homme, vous pouvez lui rappeler, lui remontrer, regarde ça, on l'avait posé. Comme un enfant. Mais ça veut dire aussi que si vous rajoutez des règles, c'est pareil, il y a un truc de geste de rajouter la règle. Elle est pas juste dans l'air et comme ça on peut pas l'oublier. Donc et c'est normal d'en rajouter au fur et à mesure. Encore une fois, ça peut être j'aime pas quand tu vas dans notre resto par exemple, ou j'aime pas que tu portes telle tenue que tu portes quand t'es avec moi ou qui me rappelle tel bon souvenir. Ça peut être vraiment des conneries, donc ne vous dites pas ça a l'air d'être pas grave donc je m'écoute pas. Si vous avez un sentiment négatif et qu'il est vraiment fort et que vous y repensez et que ça y revient, ça doit devenir une règle et une limite. Et ça, c'est bien aussi d'apprendre pour soi-même à se respecter et à respecter ses limites. Oui, parce que sinon vous allez créer de la rancœur. De la rancœur et de la souffrance pour rien, quoi, vous faire du mal pour rien. Et ça, c'est une bonne leçon globalement pour les femmes, d'apprendre à dire quelles sont ses limites, d'apprendre à dire quels sont ses désirs. Je pense que là, en tout cas pour moi, la communauté qui a le plus à gagner à la non-monogamie, c'est les femmes. Toutes les femmes. Et je pense que ça nous apprend des choses vraiment positives. Donc il faut, en tout cas, si ça vous intéresse, allez à des munchs, fameux munch polyamoureux, qui sont des apéritifs où les gens juste se parlent de leurs pratiques. Lisez des livres sur le sujet, lisez le mien, mais pas seulement. Il y a celui de Lucille, mais il y en a pas beaucoup en français. Non, vous pouvez lire Françoise Saint-Père, c'est l'ancienne génération, mais c'est toujours une bonne base. Lisez La Salope éthique. Quoi que vous vouliez faire en non-monogamie, il y a la Bible de la non-monogamie, c'est un livre américain qui date des années, je pense, 80-90, qui s'appelle La Salope éthique. Lisez-le. Voilà, pour le couple libre aussi. Et puis après, parler à des gens qui le pratiquent sur Internet, parler avec le maximum de gens. Personne ne vous refusera jamais une conversation sur le sujet. Il racontera ses anecdotes et tout. Et puis, parler avec votre partenaire, quoi. Oui. Et surtout, si votre partenaire vous dit « j'ai envie qu'on ouvre notre couple, qu'on soit polyamoureux, etc. », mais qu'il vous interdit d'en parler à votre entourage. Red flag de ouf. Énorme red flag. J'ai déjà eu cette configuration de on ouvre notre couple mais personne ne doit être au courant, même pas tes copines, et j'étais là en mode non, mes copines. Non, alors voilà, on va rajouter une règle et là on vous rajoute la règle, on vous le dit. Ayez des personnes qui sont en dehors du couple.
et qui sont vos confidents, confidantes. C'est très important que vous ayez des personnes de confiance qui vont pouvoir d'ailleurs vous mettre des barrières quand vous faites de la merde ou quand vous partez trop dans l'enthousiasme. Des personnes qui vont pouvoir vous dire cette personne-là, on la sent pas. Entretenez vos amitiés dans tout ça, parce que sinon vous allez vite vous retrouver aussi avec un entourage où vous n'avez que des relations amoureuses ou les relations amoureuses de vos relations. Et là, vous finissez dans une secte. Donc, il y a vraiment un truc très important. Effectivement, les gens alors, pour moi, c'est lié à mon polyamour, d'ailleurs, techniquement. C'est qu'en fait, ça crée un maillage autour de toi et tu as l'habitude d'avoir, je parle de polycule, donc le truc qu'il y a autour de toi avec tous les gens que tu aimes. Mais moi, maintenant, j'intègre mes amitiés, certaines de mes amitiés dans mon polycule parce que c'est des gens qui font partie de ma vie, pour lesquels j'ai de l'amour. Et donc, du coup, je pense que c'est important pour ma santé mentale et c'est des garde-fous. Et c'est des personnes qui vont nous protéger. Et donc, je pense que moi, je pense vraiment que c'est quasi délétère, hyper compliqué, très dangereux d'être en couple, par exemple, avec un homme. T'es en couple normal avec un homme monogame et vous décidez d'ouvrir le couple. Tu n'as pas d'amis, femme éventuellement, c'est mieux une femme, pour en parler. La seule personne avec qui tu peux en parler, c'est ton mec. Et potentiellement, il va te douiller quelque part. Donc, ayez des gens pour en parler. Ayez une amie qui vous juge pas. Ou qui vous juge aussi. Ouais, enfin, mais qui vous juge, pas trop. Pas dans le sens où elle va vous faire culpabiliser, mais qui va ne pas avoir peur de vous dire là, tu fais de la merde. Tu fais de la merde, voilà. Et ça peut être pour vous, c'est-à-dire c'est pas juste pour shamer votre mec, ça peut être pour vous. Il y a besoin d'avoir des garde-fous, il y a besoin d'avoir des gens à qui vous dites des trucs et qui vous répondent là, t'es sûr Qui te répondent là, tu ne te fais pas respecter et tu ne te respectes pas non plus. Voilà, donc ça c'est une partie très importante qu'on dit assez peu en réalité. Le polyamour ou la non-monogamie, c'est pas qu'un truc de couple. C'est un truc collectif et c'est très très important. Et moi j'ai jamais autant célébré et apprécié mes amitiés que quand j'avais des personnes qui me disaient là tu vas trop loin ou alors là tu acceptes des choses que tu devrais pas accepter. Et moi c'est mes plus belles relations actuellement, c'est mes relations longues. Et puis je peux vous dire que quoi que je fasse dans mon quotidien, si je découche, si je dors chez quelqu'un, si j'ai une nouvelle personne dans ma vie, le matin à 8h du mat ou à 3h du mat quand je rentre chez moi, il y a des groupes de meufs qui ont des vocaux avec tous les détails de tout ce qui s'est passé. Je peux vous assurer que si je fais un truc qui n'est pas pour ma sécurité ou que la personne n'a pas l'air cool, parce qu'en plus après il y a une partie des gens du groupe qui font des enquêtes sur les gens, c'est très simple, vous inquiétez pas, et en fait c'est une protection énorme. C'est une protection énorme et c'est important pour votre santé mentale et c'est même entretenir ses amitiés là-dedans, ne pas oublier qu'il n'y a pas que le dating dans la vie. C'est ça. C'est important. Mais ça rajoute aussi une importance qui est passer du temps avec vous-même. Oui. Parce que plus vous êtes non monogame, plus vous êtes polyamoureux, et plus on oublie, on a l'impression d'avoir moins le temps d'être seul, en fait, tout simplement seul. Et même une personne, moi je suis assez sociable, donc j'ai pas besoin d'être beaucoup seule. Mais ça m'arrive des fois d'avoir juste besoin d'être dans mon canapé. Juste pendant 24 heures, être solo avec soi-même, ça permet de se remettre un peu les ça, il faut pas place. l'oublier. Et pour les gens qui découvrent la non-monogamie, surtout les gens qui sont en couple en général, il y a vraiment besoin. Si vous êtes en couple et que vous habitez avec votre mec ou votre meuf et que vous ouvrez votre couple, vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais être seul. C'est sûr, parce qu'à chaque fois que vous allez sortir de chez vous, ça va être pour voir quelqu'un. Et à chaque fois que votre partenaire va vous dire je dors pas à la maison ce soir, vous allez vous dire je vais en profiter pour ramener quelqu'un. Donc n'hésitez pas à aller au ciné toute seule, à aller au resto, à aller dans des cafés, prenez du temps. Après un rendez-vous ou un machin, allez vous faire un petit kawa là, en terrasse pour réfléchir au sens de la vie, vous demander comment ça s'est passé, débriefer avec vous-même. Ça, c'est des moments qui vont être très 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 précieux. Et enchaîner tout comme ça ne va pas être bon ni pour votre corps ni pour votre mental. Donc en fait, on le dit, mais la non-monogamie et le polyamour, c'est le collectif. Le groupe, les amis, très important. Et en fait, plus vous allez aimer de gens et plus vous allez avoir envie d'aimer des gens, mais de plein de manières différentes. Et vous-même, par la même occasion. Et ça, c'est la version qui marche bien. Et je pense que c'est une excellente conclusion pour cet épisode. Merci beaucoup, Lucille, de faire de la poésie comme ça et de m'offrir des fins d'épisode sur un plateau. On voit que je suis passionnée. On voit que tu es passionnée. Et du coup, on va clôturer cet épisode de Laetitia et Lucille présentent le polyamour, les relations libres et la non-monogamie éthique. Et l'évolution de la France. Et l'évolution de la France et de Paris. Est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem Ours, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo. Continuez à nous envoyer des petits messages de soutien, à nous écouter, à nous envoyer vos idées, vos retours sur les épisodes, on adore ça. Et on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.